Merci à tous d'être là pour ce temps de visite et débat, qui est du coup un nouveau format qu'on organise au sein d'Habitat Participatif France, avec l'idée, comme son nom l'indique, de s'immerger du coup dans des habitats participatifs existants, ce qui permet d'une part de donner à voir quelque part ce qu'est l'habitat participatif. Donc pour des futurs habitants ou pour des habitants, c'est intéressant du coup évidemment de voir comment ça se fait ailleurs. Mais on a aussi pas mal de partenaires qui viennent aussi regarder un peu voilà, concrètement c'est quoi nos histoires d'habitat participatif. On a pas mal de gens qui viennent aussi là du coup de l'univers de l'habitat inclusif qui est à la fois connexe, assez proche et du coup c'est intéressant de comparer un peu nos expériences. L'idée c'est aussi de faire du coup des passerelles entre ces différents types d'acteurs, les habitants, des partenaires, des institutionnels, etc. Et puis de réfléchir un peu collectivement sur un certain nombre de thématiques. Alors aujourd'hui, du coup, on a axé ça sur la thématique du coup des seniors et habitat participatif et les questions de vieillissement. C'est lié au fait qu'on démarre un programme important, ambitieux avec Malakoff Humanis sur ce sujet-là. Et donc, on a besoin un peu en lancement de programme, non pas de trouver des réponses aujourd'hui, mais plutôt d'écouter les expériences des uns et des autres. Et puis aussi, du coup, quelque part, voilà, de réfléchir un peu collectivement à quelles sont les questions qui sont à se poser, qu'on se pose peut-être pas, etc. Tout comme programme de cet après-midi, ce que je propose, c'est un premier temps un peu introductif. L'idée, c'est de mettre un peu à niveau tout le monde sur l'habitat participatif pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Et puis, qui est Habitat Participatif France et pourquoi, du coup, on en est effectivement amené aujourd'hui à traiter cette question-là. Et ensuite, on aura, et là, du coup, comme ça m'évite de trop parler, une série de témoignages de différents acteurs qui vont venir parler chacun 5 minutes et qui permettront du coup d'avoir des regards un peu croisés sur le sujet qu'on veut aborder et qui nous donneront un peu de matière en plus du coup des visites que vous avez fait ce matin qui déjà sont toutes très différentes pour les 3 projets que vous avez visités. Et du coup on traitera 3 ateliers, je vous les représenterai après. Donc chacun sera invité dans le cadre de ces ateliers à participer, à donner son point de vue, ses questions, ses expériences vécues. Et on aura du coup un petit temps de restitution. Et donc, je vous rassure, le but est encore une fois pas de répondre aux questions qui sont posées là aujourd'hui, mais plutôt du coup d'essayer d'agglomérer nos expériences et nos questions pour nous donner un petit peu de fond dans le cadre de ce programme qu'on imagine sur plusieurs années. Alors, rapidement, beaucoup de gens ici connaissent bien le sujet de l'habitat participatif. En gros, quand même, pour se redonner un peu les grands invariants qu'on retrouve qu'on trouve dans tous les projets. D'une part, l'idée que la conception est faite par les habitants et que donc, du coup, il y a un groupe d'habitants qui est constitué en amont d'une opération. L'idée qu'il y a du partage d'espaces et d'équipements, ça veut dire qu'on a des espaces communs. Alors les espaces communs, ils peuvent être très différents. Vous en avez vu du coup un certain nombre ce matin dans les projets que vous avez visités. Il y a souvent la salle commune, il y a pratiquement tout le temps la salle commune qui permet de se réunir, de manger ensemble, de s'ouvrir sur le quartier, etc. Il y a souvent des buanderies, un jardin, un atelier. Voilà. Et donc ça, c'est évidemment chaque projet, du coup, quelque part, programme les espaces collectifs qu'il veut. Et puis, du coup, on a une logique d'autogestion de ces parties communes et puis de la vie en collectif de ces projets et de ces habitats. Voilà. Au-delà, du coup, de l'aspect très formel de cette définition, l'idée, c'est quand même qu'on a des habitants, des citoyens qui sont porteurs d'un projet de société désirable et qui viennent de manière un peu transversale travailler un certain nombre d'enjeux de politique publique. Et donc c'est un peu un des objectifs d'Habitat Participatif France que de mettre ça en valeur. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur l'habitat participatif en France? On a plus de 400 projets qui sont livrés, qu'on recense aujourd'hui, ce qui fait à peu près 4200 logements, 178 projets en travaux, 200 en phase études, et puis un certain nombre de projets qui sont en phase de gestation et d'émergence. Donc on recense en tout aujourd'hui 950 projets sur une base de données collaborative avec une croissance régulière de 18% par an. Donc on est plutôt du coup dans quelque chose qui a tendance à augmenter. Il y a des projets autant en zone urbaine qu'en zone rurale. Il y a un certain nombre de projets qui sont réalisés en partenariat avec des organismes HLM. C'est à peu près un quart des projets aujourd'hui. Il y a à peu près la moitié des projets qui sont neufs, donc l'autre moitié qui sont des projets en réhabilitation. Un certain nombre de projets qui sont faits en partenariat avec des organismes HLM, mais qui permettent du coup d'intégrer du logement social pour tout ou partie des logements, ce qui permet aussi du coup de démocratiser d'une certaine manière l'habitat participatif. Et puis, ça c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a 2/3 des projets qui revendiquent une mixité générationnelle au sein des programmes. Alors Habitat Participatif France, qui on est donc une fédération d'acteurs, dont je vous lis d'abord la raison d'être qui a été réécrite récemment dans l'année. L'objectif d'Habitat Participatif France, c'est de promouvoir les organisations collectives, donc qui peuvent être à la fois des collectifs d'habitants, mais qui peuvent être aussi des structures qui font la promotion de l'habitat participatif, permettant d'expérimenter, de produire et de faire vivre des habitats accessibles à tous et à toutes, qui reconnaissent toute leur place à la participation des habitants
et un engagement citoyen visant à faciliter le vivre ensemble sur une planète habitable. Donc c'est un peu la mission quelque part et la raison d'être qu'on se donne en tant que structure de réseau national, qui est composée du coup de plein de structures sur les territoires, qui peuvent être des associations qui font la promotion de l'habitat participatif ou des coopératives qui ont des missions qui vont du coup de la sensibilisation sur le sujet de l'habitat participatif à l'accompagnement des projets. Et puis il y a un certain nombre du coup ce qui est important, c'est qu'on a un réseau d'accompagnateurs de projets un peu partout sur le territoire qui est fédéré au sein d'une organisation qui s'appelle le RAP. Et puis également, du coup, au sein d'Habitat Participatif France, la fédération Habicop, qui est également un réseau national qui travaille spécifiquement sur la question des coopératives d'habitants, qui est donc un des modèles de réalisation des projets d'habitat participatif. On a une action de plaidoyer qui est assez importante, qui vise du coup à faire reconnaître l'intérêt général de l'habitat participatif, à améliorer le cadre de faisabilité des projets, et puis une logique de programme d'intérêt général, donc celui dont on parle aujourd'hui, par exemple sur la thématique des seniors, mais également du coup sur le sujet notamment des quartiers et de comment est-ce qu'on peut proposer l'habitat participatif dans les quartiers populaires, qui était du coup l'objet de notre première rencontre de ce type en octobre dernier à Rouen. On a une fonction de ressources, de mise en commun d'outils, avec du coup une base nationale une base de données nationale des projets. C'est ce qui nous permet de recenser les 950 projets. Des outils de petites annonces, de mise en lien entre les habitants. On travaille sur un espace ressources. Et puis, en tant que réseau national, on organise aussi du coup un certain nombre d'événements, de temps forts, dont les rencontres nationales de l'habitat participatif, qui ont lieu tous les 3 ans, qui regroupent en général au moins 1000 personnes sur 3 jours, avec une centaine de tables rondes, des ateliers, du partage d'expériences, et aussi le moment de réaffirmer un certain nombre d'alliances avec notamment des réseaux institutionnels. Les prochaines rencontres nationales, alors on commence tout juste à l'annoncer, c'est tout frais, mais vraisemblablement elles se passeront donc à Rennes l'année prochaine en juillet. Donc on vous espère bien évidemment vous y voir et surtout travailler avec notamment les Rennais et un peu tous les volontaires du coup sur cette question-là d'ici l'année prochaine. On organise tous les ans les portes ouvertes de l'habitat participatif. Donc là l'idée c'est de proposer à tous les groupes habités ou bientôt, ou qui sont encore en projet, de créer des petits événements ou d'ouvrir leurs portes de leurs habitats pour faire connaître l'habitat participatif au plus grand nombre. Et puis donc on organise depuis donc maintenant pour la 2e fois ce type d'événements comme aujourd'hui, de visites et débats. Pourquoi le sujet senior ? Comment on y est venu ? Alors on aime bien dire que l'habitat participatif est naturellement inclusif. Ce qu'on a constaté en tout cas depuis déjà des années, c'est quand même une très très forte demande des seniors qui représentent à peu près 2/3 des candidats voulant habiter dans des projets d'habitat participatif. Et qu'on a surtout du coup une demande qui est nettement plus importante qu'une offre. Donc ça, c'était un peu le constat de départ. Et ce qui nous a amené à commencer à travailler, notamment avec les caisses de retraite et en particulier avec Malakoff Humanis, avec qui on a commencé à initier un partenariat depuis 2019. Il y a eu toute une phase d'abord d'acculturation progressive, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on leur explique un peu, qu'on leur fasse découvrir c'était quoi cette question d'habitat participatif, et que nous aussi on comprenne un peu comment fonctionnent les caisses de retraite, quels sont leurs enjeux, comment ils peuvent nous accompagner. Et donc ça c'est quelque chose qui se fait, voilà, qui se mature depuis quelques années déjà. Et on a notamment travaillé depuis maintenant 1 an et demi sur un guide pratique vieillir en habitat participatif, qui est disponible en téléchargement sur le site d'Habitat Participatif France, et qui peut également du coup être commandé en version papier, et qui du coup voilà, il y a un petit guide qui récapitule beaucoup d'enjeux sur l'habitat participatif et aussi de façon un peu pratique comme son nom l'indique sur comment est-ce qu'on arrive à se mettre en place, comment on arrive à mettre en place des projets d'habitat participatif. Et du coup l'idée c'est d'actualiser régulièrement ce guide aussi au fur et à mesure qu'on travaille le sujet et que quelque part on mature les questions et les quelques réponses qu'on peut glaner sur le sujet. Alors globalement ce qu'on arrive quand même à sentir depuis quelques années qu'on investigue cette question, c'est que l'habitat participatif est une forme d'accompagnement citoyen du bien vieillir, avec l'idée de repousser le moment de la dépendance. On est moins, je dirais, dans une logique du coup d'intégrer des personnes qui ont déjà des problématiques de dépendance, mais plutôt du coup d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus tard possible. Avec du coup plusieurs choses qui ressortent, l'idée d'être dans un logement, dans un habitat où on peut être à la fois en sécurité et autonome, et qu'aujourd'hui, du coup, les structures qui proposent du coup de prendre en charge les personnes vieillissantes ont du mal du coup à mettre les deux aspects en même temps. On a une idée forte évidemment de renforcement de liens sociaux avec les autres habitants, notamment quand c'est des projets intergénérationnels, mais enfin, dans tous les cas d'ailleurs. L'idée que les gens puissent rester acteurs d'un projet dans lequel ils sont actifs, à la fois pour mettre en place le projet, mais aussi dans la gestion dans la durée.
Il y a l'idée du coup d'être dans un habitat adapté mais pas standardisé, qui permet du coup que chacun effectivement construise, fonde, fasse avancer son projet d'habitat participatif comme il l'entend. Et puis l'idée de partager des services. Donc c'est éventuellement des services d'aide à la personne, mais c'est aussi du coup des services un peu au quotidien entre les habitants, quoi. On voit nous un certain nombre de projets seniors monogénérationnels, un peu le terme qu'on emploie aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le meilleur. On a sûrement un certain nombre de questions de vocabulaire, d'ailleurs, qu'on pourra travailler, j'imagine, dans le cadre de nos réflexions aujourd'hui. On constate qu'ils sont globalement moins nombreux que les projets intergénérationnels. Globalement, ce qui le caractérise, c'est que souvent, c'est des collectifs qui sont plus faciles à constituer. C'est plus facile, on remarque ça sur le terrain d'une façon générale, et notamment parce qu'il y a beaucoup de seniors qui sont en demande de cette forme d'habitat. C'est plus facile, du coup, de constituer un collectif qui est uniquement constitué de seniors. Ça donne des projets qui sont directement orientés, enfin d'emblée orientés sur la question du bien vieillir, avec du coup une plus grande facilité à définir les objectifs, la philosophie du projet, les grandes orientations. Ça a un autre aspect aussi, c'est qu'évidemment l'ensemble des personnes vieillissent en même temps. Et que donc du coup on se retrouve avec des projets dans lesquels les personnes qui avaient toutes 60 ans par exemple au démarrage peuvent se retrouver rapidement à avoir tous 80 ans. Et donc là on voit que quelque part les adaptations autour de ça sont différentes selon les projets. Il y a des projets qui déjà jouent beaucoup évidemment la question des complémentarités entre les différentes générations de seniors. Les questions ne se posent pas les mêmes entre 60, 80, 90 ans. Il y a un certain nombre de projets qui font le choix du renouvellement intergénérationnel, donc qui font venir des familles, ce qui permet du coup d'avoir différentes classes d'âge. Donc ça arrive aussi que les projets se transforment comme ça. Et puis on a des projets qui vont continuer du coup en allant plutôt dans une logique d'habitat inclusif, dont je vais quand même dire un mot après. Et puis, du coup, ce qui constitue effectivement beaucoup des projets, donc à peu près 2/3, comme je le disais, dans nos projets, dans la base de données, se revendiquent comme des projets intergénérationnels. Alors, ça semble assez naturel pour l'habitat participatif, puisqu'il y a beaucoup cette idée, évidemment, de faire société. Donc, on a par nature des projets qui sont assez inclusifs, à la fois sur l'idée de la mixité sociale et sur l'intergénérationnel, etc. On parle beaucoup des complémentarités un peu naturelles qu'il y a du coup entre les générations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aussi réinterroger un peu dans nos débats tout à l'heure et qu'on puisse du coup se dire en quoi c'est vrai, en quoi c'est pas vrai. En tout cas, ce qu'on constate en général, c'est qu'il y a un circuit du don finalement qui est très diversifié entre les générations et qui ne sont pas forcément toujours les poncifs qu'on a en tête. Ce qui n'est pas toujours simple et ce qui nous semble devoir être un accent à mettre dans le cadre du programme qu'on développe, c'est l'idée qu'il y a un certain nombre de questions liées au vieillissement qui puissent être posées au sein des collectifs en amont ou pas trop tard. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être à différents moments du projet, mais on pense que cette question-là, elle doit être un peu travaillée et que parfois, il y a un peu des impensés autour de ça. Alors, les liens avec l'habitat inclusif, c'est des approches complémentaires. Je ne vais pas parler, moi, dans le détail de l'habitat inclusif, parce qu'évidemment, je ne suis pas expert de la question. Ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est plutôt des initiatives du coup, qui sont portées par des personnes qui viennent plutôt du médico-social, d'une façon générale, et qui sont plutôt en recherche de solutions d'habitat pour des personnes qui sont déjà dans des problématiques de dépendance. Et ça peut être du coup des personnes âgées, des personnes handicapées notamment. Et ça, la loi a été notamment pensée pour ça. Là où l'habitat participatif, du coup, revendique plutôt des solutions pour un bien vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. Après, évidemment, il y a pas mal de projets qui sont à l'intersection, c'est-à-dire qu'on a des habitats inclusifs qui peuvent être au sein d'habitats participatifs. On a des habitats participatifs qui vont aller progressivement vers de l'habitat inclusif. Donc les frontières ne sont pas du tout poreuses entre ces deux univers. Et ceci étant dit, voilà, ça paraît important du coup de redire qu'on ne part pas exactement du même endroit, même si pour un certain nombre de projets d'habitat inclusif, les valeurs de participation des futurs habitants, des usagers, etc. sont aussi très importantes. Et je cite notamment le réseau APA, qui est un réseau un peu, on va dire, homologue finalement, ou analogue du coup à celui d'Habitat Participatif France, sur le sujet de l'habitat inclusif, et qui du coup, voilà, avec lesquels on se retrouve plutôt pas mal en termes de valeurs. On a depuis quelque temps une vraie reconnaissance par les caisses de retraite, ce qui donne du coup un peu du souffle quelque part à ce qu'on propose. Alors depuis déjà un certain nombre d'années, il y a un soutien ponctuel qui peut être apporté projet par projet. Et puis on a du coup très récemment, on en a déjà un peu parlé dans le cadre du groupe de travail senior qu'on a au sein d'Habitat Participatif France. Il y a une politique du coup de soutien à l'investissement pour les projets d'habitat participatif senior et intergénérationnel, qui est développé par l'Agir Carco. L'Agir Carco fédérant l'ensemble des caisses de retraite complémentaires et qui du coup viennent de sortir un cahier des charges qui est disponible. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif ici, même si je sais que ça intéresse plein de gens, mais on a fait une réunion qui est sur notre site, qui a été également enregistrée sur le sujet et qui présente le dispositif sur notre site internet que vous pourrez donc retrouver.
Et on est en train, donc, comme ce cahier des charges est tout neuf et que ça a été aussi plutôt pensé initialement pour l'habitat inclusif, on est en train du coup de le travailler et on va publier bientôt une petite note méthodo qui permet d'aider les projets d'habitat participatif à répondre à ça. L'idée, c'est que ça va venir cofinancer notamment de manière assez conséquente les espaces communs des projets d'habitat participatif seniors ou intergénérationnels. La condition étant qu'il y ait au moins la moitié de seniors dans le projet. Voilà. Et puis donc le programme Habitat Participatif France dont je vous parle sur le sujet du coup des seniors, qui est donc soutenu par Malakoff Humanis. En gros, il a plusieurs objectifs. D'abord, faire connaître l'habitat participatif comme solution pour accompagner le vieillissement. L'idée, évidemment, de faire émerger et d'accompagner des projets. Et puis, il y a un troisième volet qui me semble important et qu'on met un peu en œuvre, notamment justement ici, qui est l'idée de créer des espaces d'échange et de réflexion entre les habitants des différents projets, avec les institutions, etc. Voilà, on en vient donc du coup à la fin de ma petite présentation initiale pour arriver du coup sur ce temps de débat et puis en tout cas d'échange d'expériences, avec l'idée de nourrir notre action. Ce qu'on voudrait, c'est un peu écouter les concernés, donc je vais faire témoigner plusieurs personnes, et puis prendre un peu de hauteur, alors réinterroger quelques-unes de nos représentations sur le vieillissement d'une part, et puis peut-être du coup essayer de repérer quelques impensés qui peuvent exister dans nos projets, de façon à voilà, essayer de tirer les choses vers le haut. Et donc je représenterai après les trois ateliers, et je vais proposer du coup directement maintenant de faire intervenir Françoise et Babette de la maison d'Isis. Alors on les appelle aussi les dames d'Isis, on les présente presque plus parce qu'elles ont beaucoup médiatisé quelque part leur combat pour du coup avoir la possibilité d'habiter dans un habitat participatif. On voulait commencer par un témoignage d'habitants ou de futurs habitantes en l'occurrence, qui illustre à la fois, alors ce que ça va illustrer c'est votre ténacité évidemment, mais ça illustre aussi bien en fait le fait qu'on a des demandes qui aujourd'hui ne sont pas assouvies, qui sont difficiles à assouvir, et que c'est vrai que c'est évidemment quelque chose qu'on voulait mettre en avant. Vous avez un micro là, je vous prête le deuxième, Babette, ou... Bonjour tout le monde. Voilà. Donc la maison d'Isis, eh bien nous sommes un groupe de seniors. C'était des femmes, c'était un couple, c'était aussi un homme. Alors voilà pourquoi on nous a dit mais pourquoi des femmes, toujours des femmes? Ben non, on veut tout le monde, sauf qu'on se rend compte que ce sont les femmes qui sont les plus intéressées dans ces projets d'habitat participatif. Donc voilà, c'est juste l'introduction de notre maison d'Isis. Donc nous avons déposé les statuts le 1er avril 2016. Bon, c'était pas un poisson, mais bon, on a déposé à ce moment-là. Et on avait pris pour modèle les Baba Yaga, dont le groupe d'origine de notre maison d'Isis était composé de personnes de 60 à 80 ans ayant décidé de créer un habitat participatif dans un environnement choisi, ouvert aux femmes, aux hommes et aux couples. Son but, c'était de bien vieillir ensemble dans la prolongation de ce que fut la vie personnelle, l'engagement social, associatif et culturel, et aussi ce qui était la vie professionnelle, le travail d'équipe, la coopération et l'esprit d'initiative. Donc on s'était rendu compte que finalement, on avait tous des liens, que ce soit syndicat, que ce soit commerce, que ce soit, on était tous toutes et toutes dans du relationnel. Et nos objectifs, c'était de bien vivre ensemble, chacun chez soi, de pratiquer l'entraide et la solidarité, et continuer à être actif et ouvert sur la société. Alors pour y parvenir, il s'agissait d'étudier les conditions d'un habitat destiné à des seniors, leur permettant de bien vieillir dans un cadre de vie adapté, dans une dimension solidaire et citoyenne, en utilisant tous les moyens matériels, juridiques et financiers nécessaires à cette réalisation. Il s'agissait aussi de nouer des contacts avec toute institution, entreprise, organisme susceptible d'y contribuer. On avait aussi envie de vivre le plus longtemps possible en autonomie, en appartement, en pratiquant l'entraide et la solidarité entre cohabitants qui s'étaient choisis et cooptés et qui avaient signé la charte de vie qu'on avait élaborée collectivement. Alors actuellement, il n'existe pas ou peu de solutions adaptées entre le maintien à domicile et la maison de retraite médicalisée type EHPAD. Mais nous avons toujours l'ambition
et nous espérons toujours créer un lieu de vie innovant pour des seniors en inventant et en recherchant des solutions alternatives afin de partager nos valeurs. Nos valeurs, quelles qu'elles étaient? Eh bien, rester responsables de nos vies, préserver et prolonger notre autonomie dans un environnement favorable, éviter d'être une charge pour nos enfants, mutualiser nos moyens et permettre à de faibles revenus de se loger afin de lutter contre l'isolement. Il s'agissait de respecter la vie personnelle de chacun avec une articulation maîtrisée entre l'espace privé et collectif et dans le respect de la laïcité. Il s'agissait aussi de participer à la vie locale sur les plans associatifs et culturels avec des échanges et une ouverture sur le quartier. Tout au long de ces années, malgré les échecs et les déceptions, on a eu quand même qu'à peu près pendant 7 années, 7 échecs, hein, on peut dire, voilà. Donc, nous avons persisté à croire que la maison d'Isis n'était pas dans l'utopie et qu'elle avait raison de persévérer dans sa quête d'un habitat participatif tout en poursuivant un habité du projet. Ainsi, et de par la proximité géographique, ses membres pratiquent une aide ponctuelle, du covoiturage, des courses d'alimentation ou autres, sans oublier des moments de loisirs ou du soutien psychologique. Cette expérience nous permet de nourrir le projet d'habiter ensemble et facilite l'entraide. Cette volonté a été renforcée par les confinements successifs et, les années passant, une plus grande fragilité chez certaines. Cependant, des questions restent en suspens sur les limites de cette entraide et le jusqu'où. Pour nous aider dans cette réflexion, nous avons organisé des rencontres avec des professionnels de santé, neurologues, gériatres, et au cours de ces 3 dernières années, nous avons participé à des groupes de recherche sur le vieillissement avec Rapsodia, donc, qui était une recherche-action participative, solidarité, domicile et innovation dans l'âge, qui a été initiée par l'association à l'âge, et avec Koyo, ce qui nous a soutenus pour traverser les échecs successifs. Après nous être heurtés à des difficultés politiques et organisationnelles, nous avons trouvé des solutions par nous-mêmes pour maintenir cette dynamique d'entraide hors des murs communs. Par exemple, une cohabitation à 2. Notre présidente Ginette a accueilli chez elle Sylviane à son rez-de-chaussée, alors qu'on lui avait dit que l'habitat participatif du premier projet allait être en 2021. Elle avait vendu sa maison et elle a habité jusqu'en 2021. Et puis, pas de projet, donc solution, aller chez la présidente. Et puis, une éventualité de création du béguinage à Montauban. On a essayé de faire venir le béguinage à Montauban, mais sans succès. On avait fini par adresser un dossier au ministère du Logement, fin d'année 2022, ce qui nous a permis de rencontrer les services de la préfecture, les délégataires de l'État, mais sans plus de solutions. Alors actuellement, quand même, dernier ressort, ça date de fin mars, c'est tout récent, un bailleur social qui va réhabiliter une friche industrielle à Montauban est venu nous proposer de nous inclure dans son projet inclusif qui comprend 4 immeubles, dont un dédié à cet habitat inclusif, qui sera composé de 23 logements, des T2 et des T3, et d'une salle commune dans laquelle nous pourrons développer des activités en direction de l'îlot et du quartier. En conclusion, il ne faut jamais baisser les bras. Et pour reprendre la phrase de Sir Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Nous vous remercions de votre écoute. Merci pour votre témoignage. Voilà, c'est vrai que ça nous montre que c'est un peu un parcours du combattant, mais que peut-être le chemin est intéressant aussi quand même néanmoins. Et ce matin, vous me disiez, bon, de toute façon, nous, on continue à militer quoi qu'il arrive. Merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, maintenant, je vais appeler Dominique. Alors, Dominique qui habite Casalma, un des projets que que certains d'entre vous ont visité ce matin. Donc, ils habitent là-bas depuis 4 ans, si je ne m'abuse. C'est un projet donc, qui a été monté suite à un appel à projet de la ville et de l'aménageur, avec à la fois de l'accession et un peu de locatif social, avec une logique aussi de projet culturel, d'ouverture sur le quartier.
Alors, on ne va pas vous raconter le projet là, hein, parce que bon, déjà certains l'ont vu, etc. Mais l'idée, c'était plutôt de effectivement la faire témoigner sur la genèse de la construction du groupe, puisque c'est un groupe intergénérationnel, pour savoir si c'était quelque chose qui a été téléguidé ou pas, et puis de voir comment cette question du vieillissement aujourd'hui, elle se pose ou elle se pose pas au sein du collectif. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. J'habite donc Casalma, c'est à Rennes, c'est pas loin de la prison des femmes, pas loin de la gare. En fait, on a répondu il y a 4 ans, non, un peu plus, c'était il y a 8 ans à peu près, à un appel à projet de la ville de Rennes. Il y avait une réunion qui a été organisée par la ville de Rennes. C'était fin mars pour voilà, chercher informer sur ce qu'était l'habitat partagé. Donc moi, je n'ai pas assisté à cette réunion. Et puis, pour donc inciter des gens à se mettre par groupe, entre 6 et 8 familles, et de monter un projet qui développait le pourquoi de leur souhait de vivre ensemble, et puis aussi se présenter chacun individuellement. Donc, comme le bouche-à-oreille a fonctionné, il y avait une personne qui a réussi à regrouper autour d'elle 5 foyers, si on peut dire. Moi, je suis arrivée, j'étais la 6e. Et donc, voilà, on a monté un dossier, on l'a présenté et on a été retenu parce qu'en fait, on était le seul dossier à se présenter, le seul groupe à se présenter. Je pense qu'en fait, il fallait présenter, la réunion était fin mars, et il fallait rendre le projet fin mai. Donc, je pense que 2 mois. Et puis, je pense qu'il y a donc, oui, 7-8 ans, l'habitat partagé, ça n'avait pas encore tellement de... Ça ne résonnait pas encore chez les gens, donc d'où on peut dire un peu ce manque de succès. Mais enfin, nous, on était ravis donc, du coup, d'avoir cette opportunité. Donc, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné et il n'y a pas du tout été posé la question intergénérationnelle ou pas. Ça s'est fait comme ça. Donc, il y a eu, on était 6 au départ. Il y avait des couples avec enfants, des jeunes enfants. Il y avait, moi, à cette époque-là, il n'y avait plus que ma fille qui vivait avec moi, mais je savais qu'elle elle finissait ses études. Il y avait un autre couple qui avait 2 enfants. Il y avait une femme seule avec 2 enfants. En tout cas, dans le groupe, il n'y avait qu'une personne qui était retraitée. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu le départ d'une personne, et c'est un autre couple qui est arrivé avec 2 jeunes enfants. Voilà. Et puis le temps que ça se construise et qu'on emménage, eh bien moi, voilà, je suis arrivée à l'âge de la retraite. Donc maintenant, dans l'habitat partagé, donc il n'y avait que 2 personnes en retraite et les autres, c'était plutôt des couples. Alors il y avait des personnes autour de 50-55 ans et d'autres qui étaient plutôt autour de 35-40 ans. Voilà. Alors avec des jeunes enfants, ça allait de, je crois, de 3 ans à 13-14 ans. Voilà. Et cette question, non, on ne l'avait pas posée, mais c'est vrai que, je ne sais pas, petit à petit, c'est venu un peu, et on s'est dit vraiment que ça, c'était intéressant, d'avoir des âges différents, des compétences différentes, des vies aussi différentes. Je sais que mon voisin, donc, qui est en retraite, Jacques et moi, c'est vrai qu'on se retrouve très souvent, hein, on rigolait, on disait, pendant qu'ils iront tous au boulot, nous, le matin, on prendra notre petit café sur la terrasse, au soleil. Enfin bon, ça nous faisait rire, c'était un sujet de plaisanterie. Maintenant, il y a eu un déménagement, donc c'est une autre famille qui est arrivée. Et c'est vrai que là, on a commencé un peu à y réfléchir. L'idée, c'était, oui, que ce soit plutôt une famille avec des enfants pour continuer à nourrir le dynamisme du groupe. Voilà. Après, on avait des avis différents, hein, parce que je sais qu'il y avait des personnes, des femmes, par exemple, des femmes seules qui souhaitaient... venir habiter, mais on n'a pas vraiment discuté le projet, ni on n'est pas arrivé à une réflexion collective, ni donc du coup soit un vote, soit un consensus, parce qu'on a évoqué ça ce matin. Mais je pense que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on aborde, notamment maintenant d'ailleurs, on est 4 retraités, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que ça crée une dynamique.
c'est vrai que les retraités, nous, forcément, on a plus de temps. Donc, on est plus présent sur l'habitat pour le jardin, pour l'entretien. Mais en même temps, la vie, moi, je trouve qu'elle vient du mouvement. Et alors, j'aime bien entendre des enfants qui partent le matin à l'école. J'aime bien entendre cette vie qui commence dès le matin et puis qui parfois, d'ailleurs, me stimule. Non, très peu, mais parfois je peux dire « Ah là là, il est 7h30, ils m'ont réveillé. » Mais c'est plus sous le... C'est un petit clin d'œil, enfin c'est pas... Voilà. Moi je trouve que ça dynamise, et puis le soir quand les enfants rentrent, c'est pareil, tout d'un coup ça reprend vie, ils ont envie de nous voir aussi. Bon voilà, moi je trouve que c'est l'intergénérationnel maintenant, enfin pour moi en tout cas, je trouve que ça c'est vraiment intéressant. Je comprends par contre, parce que je me souviens quand je m'intéressais à l'habitat participatif, tout au début, moi l'image que j'en avais, c'était Baba Yaga. Oui, pardon. Et c'est ça qui me... Ça m'attirait, parce que je me disais, oh là là, oui, quand je vais vieillir, voilà, j'aimerais bien me retrouver dans ce type d'habitat et où il y aurait de l'entraide et de la communication, de la générosité. Mais je trouve que l'intergénérationnel, je trouve que vraiment c'est un plus, quoi. Voilà. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes rythmes de vie, les mêmes modes de vie, mais cette richesse de rencontrer des âges différents, quoi. Et puis je trouve que c'est aussi un côté stimulant, voilà. Voilà, à peu près ce que je peux dire. Eh ben, merci Dominique, c'est bien, c'est parfait. Bon, voilà. Tu me disais en préparant, tu me disais que tu avais beaucoup d'amis qui ont à peu près ton âge, qui seraient super intéressés de pouvoir avoir aussi accès à ce type d'habitat. Absolument, et voilà, ça c'est elles ont loupé le coche il y a 8 ans, mais il y a plein de projets qui vont sortir encore à Rennes. Donc, maintenant, je vais proposer à Michel de nous rejoindre. Alors Michel, on la présente presque plus non plus. Elle fait partie du comité de pilotage d'Habitat Participatif France, accessoirement, mais c'était plutôt là pour qu'elle témoigne en tant qu'habitante, puisque du coup, elle habite à Grézieux-la-Varenne, à côté de Lyon, dans un projet en autopromotion. Donc c'est un projet intergénérationnel. Et vous avez fait le travail il y a quelques temps maintenant d'interroger ce que ça supposait, ce que ça impliquait du coup pour chacune des générations. Du coup, je trouvais que c'était intéressant de te le faire raconter. En tout cas, oui, ce que je voudrais dire, je vais prolonger et pas être très quand même original par rapport à ce qui s'est dit avant, mais nous, en tout cas, le projet, il avait été constitué par un petit noyau de seniors et de personnes qui étaient soit déjà à la retraite, soit qui allaient bientôt l'être, et qui ne se connaissaient pas entre elles d'ailleurs, qui ne connaissaient pas franchement l'habitat participatif, mais on a été réunis par... l'une d'entre nous qui connaissait ces projets et qui nous a proposé d'y réfléchir. Et la dimension intergénérationnelle a été choisie d'emblée. Ça n'a pas fait vraiment de discussion. Il y avait cette idée que, d'abord, on souhaitait, sachant qu'on était déjà, ou on arrivait dans une phase de retrait de l'activité professionnelle, on voulait rester contributeur à la société civile, à la société tout court, stimulé, actif. Et bien sûr, on imaginait et on avait envie de participer aussi de la transition écologique, mais que ça passait ça pouvait passer par le fait d'essayer de se constituer un environnement bienveillant, soutenant, par rapport au vieillissement, mais aussi par rapport aux jeunes actifs, parce qu'on avait vraiment conscience du fait de nos histoires de vie. Je pense que la vie contemporaine est très difficile pour les familles et les parents avec de jeunes enfants, et on avait envie de contribuer aussi à ce soutien. Donc, on a dû être assez volontaires pour aller chercher des jeunes. Et effectivement, on a pu en recruter quelques-uns. Et ensuite, on a ensemble choisi, même si on était dans une phase un peu, parce qu'on était en autopromotion, un peu délicate, parce qu'il fallait qu'on soit complet pour pouvoir démarrer la construction, de se dire que pour réussir notre projet, il nous semblait qu'il fallait qu'on ait vraiment un équilibre, et donc qu'on ait suffisamment de familles avec nous, ce qui fait qu'on a attendu de pouvoir avoir des familles qui nous rejoignent pour compléter le groupe, sachant aussi qu'un des enjeux, c'était d'arriver à construire ensemble un logement abordable et accessible, puisque notamment dans les seniors, il y avait un certain nombre de personnes qui se trouvaient déjà ou allaient se trouver avec de toutes petites retraites, des logements qui n'étaient plus adaptés et avec des charges qui ne seraient plus possibles pour elles. Donc un des enjeux, c'était aussi
de construire une autonomie qui fasse qu'on ait un logement sobre, évidemment, et de très faible charge, qui soit compatible avec les budgets qui étaient les nôtres, et qu'on réussisse ça ensemble. Donc on y est arrivé, on a eu cet équilibre, voilà, on est très content d'être 19, enfin aujourd'hui, parce que là on a presque 7 ans maintenant de vie, 9 seniors et 9 jeunes actifs, et 15 enfants, parce qu'on a eu beaucoup d'enfants qui sont nés pendant le temps du projet. Avec, je le précise, on a quand même 2 hommes seuls, 2 seniors seuls qui vivent seuls, et un papa célibataire. Voilà. Donc un pourcentage assez élevé de personnes seules dans le groupe. Mais dans cette installation qu'on a réussi à s'offrir mutuellement, on va dire, en s'entraidant pour accéder ensemble à nos logements et à les porter ensuite collectivement, on a pu se structurer aussi, ça je le précise rapidement, en SCIA, donc en société civile d'attribution, et de maintenir cette société civile. Donc on est en propriété en jouissance, c'est une accession sociale, une accession à la propriété, pardon, qui maintient un cadre sociétaire et qui nous permet d'avoir le contrôle des entrées et des sorties. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un départ, s'il y a un départ, eh bien, on va avoir la possibilité d'agréer le nouvel entrant et donc de pouvoir s'assurer que il va rejoindre non pas simplement un logement et un projet immobilier, mais rejoindre un projet collectif. Et dans ce cadre-là, ça nous a permis aussi, au bout de 2 ans à peu près d'installation sur place, de nous dire comment est-ce qu'on va poser des critères au moment du renouvellement. Et le critère qu'on a choisi était celui, en tout cas, de se dire qu'à tout logement familial ne pouvait succéder qu'une famille. Voilà. Et c'est-à-dire que la priorité pour nous était de maintenir cet équilibre qu'on avait pu construire et qui se révélait finalement assez, pour nous, assez fructueux et heureux, parce que on va dire qu'il y avait suffisamment de familles et suffisamment de seniors pour que voilà, les choses puissent bien se passer. Et qu'on puisse vraiment jouer sur nos complémentarités, sur nos diversités, avec finalement la découverte sur place que ce n'est pas forcément le critère d'âge qui fait voilà, l'élément différenciateur dans le fait qu'on va se rejoindre sur une activité ou sur une autre. Il y a tellement de critères qui composent la diversité d'un groupe et qui vont faire qu'on va pouvoir se trouver plus de complicité avec telle personne à tel endroit. Et que cette organisation de vie qui est basée quand même sur beaucoup de concret, hein, c'est-à-dire qu'il y a un jardin, il y a de l'entretien, il y a de la gestion. Nous, on fait tout nous-mêmes. L'entretien de ménage, l'entretien de jardin, la gestion, voilà. Il y a vraiment il y a à donner partout et de façon très différente, et donc on peut donner à des endroits, recevoir à d'autres endroits. Il y a toujours moyen d'être acteur et de ne pas se trouver en situation d'être débiteur à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est très précieux. Et ça permet des circulations et des complicités qu'on n'avait pas du tout imaginées au démarrage, mais qui finalement, je ne dis pas que c'est sans difficulté, hein. C'est évidemment que pouvoir continuer à faire vivre et à gérer toutes les petites décisions du quotidien ou la vie courante ensemble suppose des frottements, mais en même temps est complètement enrichi par notre diversité et par ce que chacun peut apporter et le dynamisme que chacun peut apporter à partir de ce qu'il est et des apports qu'il peut offrir. Aujourd'hui, on a du coup, donc j'ai dit 7 ans d'existence, 50 projets, ça veut dire 12 ans de lien pour les premiers, pour les plus anciens. Hein. Et donc, on a pris le temps aussi de refaire un petit peu le bilan de cette dimension intergénérationnelle et on a pu vérifier en fait de façon même plus ample qu'on ne l'aurait imaginé que quelle que soit la génération, le bénéfice premier qui était quand même évoqué, c'était le sentiment de sécurité.
C'est-à-dire que le sentiment de sécurité, il a été évoqué par les enfants, beaucoup, avec le fait que pour eux, c'était important, ils étaient heureux d'avoir tout le temps quelqu'un disponible, en fait, sur le site. Hein. Sans parler d'avoir des petits copains, parce que ça, c'est quand même évidemment le plus important, mais il y a les petits copains, et puis il y a aussi des adultes disponibles, les parents, hein, pour lesquels je pensais vraiment un facteur de réduction de stress, et puis évidemment pour nous seniors, de par la présence et l'entraide entre nous et auprès des jeunes. Peut-être ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a dû malheureusement accompagner 2 d'entre nous jusqu'au bout de la vie, et ça, parce qu'on avait des personnes qui étaient déjà âgées, et il y a eu 2 décès qui ont pu se passer dans le cadre d'une fin de vie à domicile. Et ça, c'était aussi une expérience très forte et qui montre qu'on ne sait pas ce que, évidemment, la vie va, pour chacun d'entre nous, ce que la vie va présenter, mais on sait qu'on a des possibilités d'appui sur le collectif qui vont faire que certaines choses qui auraient été sûrement trop difficiles à porter chacun seul dans son logement, ensemble, on va pouvoir les porter ou avec l'appui des autres. Et puis, on sait aussi que, voilà, là, aujourd'hui, je vous ai dit 12 ans de lien, ça veut dire que les plus anciens d'entre nous ont bien vieilli. Et donc, il y a un groupe qui vient de se constituer, qui s'appelle le Jardin d'hiver, où ils réfléchissent entre eux aussi à de nouveaux aménagements qui pourraient être apportés pour continuer à pouvoir profiter de la dynamique et s'adapter, voilà, à la façon dont certaines forces déclinent, mais où en même temps d'autres peuvent rester bien vivantes, et comment on fait avec tout ça. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci Michel. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du réseau APA, donc qui travaille sur les questions plutôt d'habitat inclusif. Alors, je voulais qu'on ait un représentant qui puisse nous en parler vraiment, mais en fait, on a plusieurs personnes qui sont, comme je le disais, porteurs de projets d'habitat inclusif. Du coup, je vais demander à l'un d'entre eux, du coup, Jean-Marie Boquet, qui est de Béguinage Solidaire, de nous faire un mini témoignage. Alors, c'est une illustration parmi d'autres, parce que dans l'habitat inclusif, c'est pareil, il y a aussi plein de formats différents et plein de contextes différents de réalisation. Béguinage Solidaire, voilà, c'était une illustration, donc on va peut-être se dire quelques mots pour pouvoir aussi avoir un petit peu un point de comparaison et de voir un peu quels sont les points de départ et là où ça se rejoint, là où ça diffère, quoi. Je t'en prie. Les 2 marches. Oui, bonjour. Donc Jean-Marie Boubé, de l'association Béguinage Solidaire. Alors, l'association Béguinage Solidaire, c'est une association qui développe un concept qui s'adresse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. C'est pour cette raison qu'elle rentre pleinement dans le cadre de la loi Elan sur l'habitat inclusif. La définition de l'habitat inclusif, ce sont des personnes âgées ou handicapées qui font le choix à titre de résidence principale d'un mode d'habitat regroupé, partageant des locaux communs et avec un projet de vie sociale et partagée, à proximité d'un certain nombre de services. C'est régi par la loi Elan. Le béguinage solidaire s'adresse donc principalement aux personnes âgées, mais également aux personnes handicapées. Ce que nous souhaitons, c'est... nous avons mené une réflexion lors de la création de l'association il y a une dizaine d'années pour chercher à trouver une réponse aux besoins notamment des seniors. Et on s'est aperçu au cours des nombreux groupes de travail et des rencontres qu'on faisait fausse route parce que souvent, quand on s'adressait aux personnes âgées, on s'intéressait principalement à des critères un peu techniques sur ce qu'elles attendaient en termes de qualité de logement, de qualité de service. Et en fait, on a eu, au cours de ces échanges qui étaient très riches, des personnes qui se sont tournées vers nous en nous disant mais moi ça m'intéresse pas de savoir si la prise de courant est à la bonne hauteur, de savoir si ma cuisine est aménagée de telle ou telle façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je peux être utile à quelqu'un. Donc c'est le premier thème du béguinage solidaire, c'est être utile.
Et puis on a eu une autre personne qui à ce moment-là a pris la parole et puis qui s'est attrapé le visage comme ça. Elle s'est tiré le visage et elle a dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'avec toutes mes rides, est-ce qu'on peut encore m'aimer ?» C'est le deuxième thème du béguinage solidaire, c'est être aimé. Et le troisième thème que nous avons ajouté, c'est être libre. Ça date du confinement, puisque je vais pas vous faire un dessin sur les conditions de vie et de privation de liberté d'un certain nombre de seniors, notamment dans les EHPAD. Donc le concept du béguinage solidaire que nous avons développé, c'est le fait de permettre à ces personnes en situation de fragilité de rester acteurs de leur vie et de la vie de la cité. C'est important, c'est leur vie, mais aussi la vie de la cité, en valorisant leurs compétences, valorisant leur savoir, au service de la société et effectivement aussi dans un cadre de rencontre entre les générations. Donc le modèle qu'on développe, un béguinage solidaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un habitat partagé et solidaire. C'est aussi un tiers-lieu ouvert sur la cité. Donc en fait, par définition, plus qu'un logement, on préfère dire que c'est un tiers-lieu habité et accompagné professionnellement. On développe nos béguinages en complète intégration avec l'écosystème local. Donc quand on vient déjà, on répond à l'appel soit d'un groupe de personnes, de futurs habitants ou une collectivité locale. Et ensuite, quand on développe, on fait l'étude de besoin avec ces personnes. Et ensuite, on cherche à développer au maximum le projet en interaction avec l'écosystème local, avec des entreprises proches du lieu. Voilà. On intervient dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Le modèle qu'on cherche à développer, pourquoi on met un accompagnement professionnel dans nos béguinages, c'est pour pouvoir, d'une part, entretenir, animer, faciliter le développement du projet de vie sociale, qui est défini par les habitants. Encore une fois, c'est les habitants qui se regroupent et qui définissent leur projet. Mais l'accompagnement professionnel qu'on appelle la présence bienveillante est une personne donc, qui vient faciliter ce développement. Mais également, cet accompagnement permet de mieux prendre en compte la survenue au cours de l'évolution du vieillissement, la survenue de la dépendance ou de la maladie, voire même peut permettre de mettre en place les conditions du maintien à domicile jusqu'à la fin de vie, de faciliter l'intervention des services spécialisés d'hospitalisation à domicile, voire de soins palliatifs. Voilà. Donc c'est le plus. On pourrait se dire qu'effectivement, on pourrait développer un modèle de vie sociale en totale autonomie. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir une présence professionnelle permet d'apporter plus de garanties, de sécurité et de pérennité dans le temps. Voilà. Habiter dans un béguinage solidaire, c'est, en premier lieu, c'est pas faire le choix d'un habitat, c'est le choix d'adhérer à un style de vie. Et c'est également, ce qu'on propose, c'est une approche dynamique du vieillissement, puisque plutôt que de prendre en compte certaines dépendances avec une approche de service, nous, ce qu'on préfère, c'est plutôt de prendre en compte des fragilités pour permettre le développement de l'autonomie dans le cadre de ces fragilités. Voilà. Donc l'originalité de notre modèle, j'ai entendu tout à l'heure une personne qui disait à juste titre que, effectivement, pour les seniors, il y a la problématique aujourd'hui, c'est de trouver un chaînon, un point intermédiaire entre les établissements hospitaliers ou les résidences de services et le maintien à domicile. C'est un peu nous ce qu'on cherche à offrir. On permet aux gens en fait d'habiter leur propre logement dans un cadre un peu plus sécurisé, dans un cadre d'entraide. On essaie de favoriser la mixité sociale, on essaie de favoriser aussi des coûts de logement, on va dire, plus abordables, et tout en permettant
d'accompagner, le cas échéant, jusqu'à la fin de vie, la vie des habitants et de permettre de faciliter la vie des habitants du groupe et de son écosystème. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre, on a parlé tout à l'heure du coup enfin, oui, je crois que c'est Françoise qui a parlé du coup de Allage, pardon, et du coup, effectivement, Allage est une association qui a travaillé, alors dont le slogan c'est un chemin pour un habitat innovant dans l'âge, et qui regroupe des habitants, des chercheurs, et qui a beaucoup travaillé du coup ces questions-là de vieillissement et d'habitat participatif ou d'habitat un peu alternatif. Et donc ils ont réalisé une étude d'action participative. Viens, je t'en prie, Marilène. Ils ont réalisé du coup une étude d'action participative sur 6 terrains, et dont voilà, l'idée c'est qu'ils nous partagent là un petit peu les conclusions, parce que c'est aussi du coup quelque chose d'assez transversal, et il en ressort des choses assez intéressantes du coup de cette étude d'action. D'accord. Donc l'association Allage effectivement a piloté depuis 2019 une recherche qui s'appelle Rhapsodia, recherche, action participative, solidarité, innovation dans l'âge. Une RAP est une recherche qui implique des chercheurs universitaires, mais également des chercheurs de l'association et des personnes concernées, soit parce qu'elles vivent dans des habitats participatifs, soit parce que leur collectif porte un projet d'habitat. Cette recherche se dit participative parce qu'elle est co-construite par toutes les parties prenantes à partir d'une problématique énoncée dans le cahier des charges. Et la problématique que nous avions définie ensemble, c'était penser l'autonomie par l'entraide. Et jusqu'où ? Et jusqu'où ? Parce qu'on avait rencontré, avant de faire la recherche, un certain nombre de groupes. Et ce que nous disaient les groupes, c'est qu'on veut bien aller en habitat participatif, mais on veut y rester jusqu'au bout, donc jusqu'à la fin de notre vie. Comment faire un vrai problème, effectivement. Donc cette problématique a été déclinée ensuite sur chacun des 6 terrains de recherche que nous avons recrutés à travers la France. Chaque terrain a développé et choisi ses propres méthodes de recherche, qu'elles soient très académiques ou moins conventionnelles. Nous avons réalisé des entretiens individuels ou de groupe, des observations, des lectures. Nous avons utilisé des cartes mentales, provoqué des débats thématiques. Nous avons fait se croiser les regards des différents terrains. Et nous avons dû être très inventifs également du fait de la pandémie, donc on a travaillé beaucoup en visio. Nous avons organisé des voyages d'études, parce que c'est un peu l'ADN de Allage. Allage a organisé à plusieurs reprises des voyages d'études participatifs en Allemagne et en Belgique, dans le nord. Là, on ne va pas dans le sud de l'Allemagne, comme on allait beaucoup dans l'habitat participatif classique, hein, je vais dire. Donc, on est allé à Hambourg, on est allé à Göttingen, on est allé à Bruxelles, on est allé à Londres rencontrer des habitats participatifs qui prennent en compte le vieillissement, afin de rencontrer d'autres façons de penser l'habiter et le vieillir. Quels enseignements on peut déjà en tirer de notre étude, puisque nous avons effectivement organisé un colloque au mois d'octobre. Nous sommes en train de rédiger le compte-rendu, mais il y a les premiers enseignements qu'on en tire. Donc, ils sont multiples, mais on en a choisi 3 qui nous semblent fondamentaux. Et nous les avons retenus et formulés dans un document qui a été donné au colloque, qui s'appelle « Résumé à l'attention des décideurs », que vous pouvez trouver sur le site de Allage. Mais tout d'abord, donc, le premier enseignement, c'est qu'il nous semble très urgent de travailler à la déconstruction des représentations sociales de la vieillesse et de comprendre l'impact qu'elles ont sur celle de l'autonomie et de l'entraide. D'une centaine d'entretiens collectifs et individuels sur les mots de la recherche, penser l'autonomie par l'entraide dans la vieillesse, se dégage un discours marqué par des représentations négatives de la vieillesse.
représentations agistes et individualistes. Elles sont effectivement véhiculées en grande partie par les politiques publiques dédiées aujourd'hui, qui instituent l'idée d'une vieillesse dépendante à laquelle peu d'entre nous échappent et qui conduit directement à l'EHPAD. Même si le chiffre montre une réalité très différente, puisqu'il y a 8% des plus de 60 ans en EHPAD et 15% des plus de 80 ans. Donc la majorité des vieux restent chez eux. Ils sont beaucoup isolés, mais chez eux. Mais la vieillesse fait peur, tant elle est assimilée à la perte d'autonomie, qui est autonomie associée à la liberté, au pouvoir de faire seul, sans aucun besoin des autres. Une conception de l'autonomie confortée par l'injonction au bien vieillir. Ça, c'est un mot qu'on n'utilise jamais et qu'on n'utilisera jamais. Je le note. Qui n'est rien d'autre que la promotion d'une vieillesse réussie où la préservation d'une autonomie individuelle supposée serait du ressort de la responsabilité de chacun et chacune. Ces représentations peuvent être désespérantes dans la mesure où elles entravent l'imaginaire et l'action des personnes concernées, qui doivent parvenir à s'en échapper pour pouvoir inventer et expérimenter d'autres façons de vieillir, qui, elles, passent par d'autres façons d'habiter, qui s'appuient sur une vision de l'autonomie collective et le développement des pratiques solidaires. Ils vont de pair avec une acceptation de nos vulnérabilités et interdépendances. Ensuite, nous disons que les personnes concernées font partie de la solution. Sur ce point, la recherche n'a fait que conforter ce que nous défendions déjà. Les vieilles et les vieux ne font pas partie du problème, mais de la solution. La recherche a permis à ces acteurs et actrices de s'approprier en profondeur les problèmes qu'ils et elles avaient besoin de traiter et poser elles-mêmes. Ils et elles-mêmes. Ils et elles ont pu construire une expertise où leur expérience collective et personnelle ont pris place, afin d'inventer des solutions originales. Il est donc fondamental de co-construire avec tous et toutes les citoyens et citoyennes une société qui ne laisse personne sur le bord de la route. Cela implique celles et ceux qui ont un besoin permanent d'aide et de soins, dont celles et ceux qui vivent avec des troubles cognitifs. On a rencontré en Allemagne, il y a beaucoup d'habitats participatifs qui sont des colocations Alzheimer, qui sont dans des quartiers où les gens, du coup, restent dans leur quartier et sont vraiment très intégrés dans l'habitat participatif. Et on a aussi rencontré à d'autres moments des unités Alzheimer au sein d'un grand habitat participatif où les gens y restent. Donc, c'est beaucoup de choses à poursuivre pour nous, parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. Et pour finir, on ne peut plus parler de la vieillesse, mais des vieillesses. Les personnes vieillissantes ont des besoins et des moyens, entre autres financiers, très divers, aussi en termes d'habiter, qui de plus évoluent au cours de l'avancée en âge. Cependant, la majorité de ces personnes souhaitent vieillir dans son environnement habituel. Pour y répondre, il est fondamental de penser l'autonomie par l'entraide dans un espace de cohabitation de proximité dont le périmètre se définirait selon la particularité des territoires urbains, périurbains, campagnes. Cela ne peut se faire qu'au travers des politiques publiques volontaristes qui développent une diversité de nouvelles façons d'habiter et promeuvent et soutiennent les pratiques de solidarité en collaboration avec tous les acteurs locaux, collectivités, services d'aide et de soins, bailleurs, commerces. Mais en premier lieu avec les habitants et les habitantes et les associations implantées. Ceci afin de répondre aux besoins exprimés dans le respect de l'autodétermination de chacun. Au cours de cette recherche, nous avons porté attention à nos vulnérabilités et nos interdépendances. Nous en avons pris conscience.
Mesurer l'importance d'en prendre soin. Parce que c'est en tenant compte de nos vulnérabilités et en cultivant nos interdépendances que nous franchirons le pas vers l'autonomie collective. En imaginant et trouvant les réponses qui seront au plus près des besoins de chacune, tout en étant au service du bien commun, dans un souci de justice sociale. Nous avons aussi compris qu'il fallait porter attention aux mots, en choisissant les nôtres, avoir besoin d'aide et de soins au lieu de dépendance, à l'instar d'autres pays européens, par exemple. En Allemagne, on ne parle que d'aide et de soins. On ne parle jamais de dépendance, jamais de bien vieillir. Bien vieillir, injonction agiste, infantilisante, en inventer d'autres si nécessaire. Voilà. Derrière ça se dessine une question essentielle. Quel avenir pour les vieillesses? C'est notre entrée. Nous y répondons en partie en posant par là même une question politique plus large qui nous concerne tous et toutes. Dans quelle société voulons-nous vivre? Voilà. Avant de conclure, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à notre ami Pierre-Yves, parce que Pierre-Yves a été un des fondateurs de l'association à l'âge, que l'association à l'âge s'est créée à Rennes, et il a été l'homme du lien entre Anne Laby, la chercheuse qui est aussi cofondatrice, et la présidente Annie Leroux, et donc, qui venait du mouvement des femmes, et les membres de l'habitat participatif, dont moi, j'étais à Nantes, et voilà. Donc j'avais vraiment, au nom de mes amis de Halage, j'avais vraiment envie de vous le dire. On a évidemment une pensée, comme on est là à Rennes, évidemment on pense beaucoup à Pierre-Yves, on lui rendra hommage demain dans le cadre de l'Assemblée Générale d'Habitat Participatif France. Merci du petit mot pour lui et merci pour ses enseignements. Avant de finir par un dernier témoignage du coup d'habitantes, je voulais faire intervenir du coup Christian Mossé, qui du coup est chargé de développement pour l'action sociale Malakoff Humanis. Donc vous êtes basé à Nantes, mais donc vous travaillez du coup sur le secteur ouest. Les caisses de retraite du coup soutiennent le développement de ces formes d'habitat alternatifs. Ce qui m'intéressait, c'était non pas qu'ils nous présentent les dispositifs de soutien là maintenant non plus, mais plutôt du coup d'avoir un regard de quelqu'un qui travaille dans une caisse de retraite sur à la fois peut-être ces formes d'habitat alternatif et puis peut-être sur l'habitat participatif. Je ne sais pas si vous l'aviez vraiment distingué des autres formes spécifiquement avant ça, mais de ce que vous avez vu ce matin, de ce que ça vous dit. Ça me dit plein de choses. Bah, génial. Voilà. Bonjour. Mais en 5 minutes, si c'est possible. Oui, en 5 minutes, oui, parce que ouais, j'ai bien compris. Non, il faut faire court, il va falloir synthétiser. Mais bon, déjà, alors je suis Christian Mossé et j'ai le plaisir alors, on a le plaisir de représenter le groupe Malakoff Humanis. Et je dis on parce que je suis accompagné de Marie Spoulneau, qui est plus sur les partenariats nationaux et qui pilote plus spécifiquement le partenariat avec HPF. Donc, je vais vous dire quand même quelques mots, parce que vous connaissez peut-être le groupe, mais on en a parlé tout à l'heure, mais c'est important quand même de le resituer. Donc, Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale avec 2 grosses activités. Une activité assurantielle, donc, où on gère de la prévoyance, de la mutuelle, l'international, etc., l'épargne salariale pour les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui est cloisonné, c'est, on va dire, la moitié de l'activité du groupe. Et l'autre partie qui nous amène à être là aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne l'institution de retraite complémentaire, donc la caisse de retraite, où on gère en fait les encaissements de retraite pour les entreprises et surtout on verse les allocations à nos retraités tous les mois au cadre de la retraite complémentaire. Donc, il faut savoir que dans ce métier, donc l'important pour nous, c'est de se positionner. Alors, je veux dire bien vieillir. Hein, je sais que il faut pas le dire, mais c'est important parce que en tant que groupe de protection sociale et institution de retraite complémentaire, on travaille. On fait partie donc de la fédération Agirc-Arrco, bien sûr, comme toutes les caisses de retraite. Et dans ce cadre-là, la fédération décline des objectifs et des orientations régulièrement, et nous,
on œuvre pour mettre en place et pour appuyer ces orientations au niveau national. Et dans ces orientations, on retrouve tout ce qui est handicap, on retrouve ce qui est habitat, tout ce qui est isolement, exclusion numérique, etc. Et notre volonté, c'est de pouvoir porter des projets et soutenir l'innovation sociale dans ce cadre-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve sur des projets. Alors c'est vrai que j'ai entendu parler tout à l'heure du réseau APA, la Maison d'Isis, on a parlé de Coyo, on parle de plein de projets qu'on soutient et qu'on connaît. Donc ça fait plaisir déjà de pouvoir se rencontrer. Et donc ce qui est important comme message à faire passer, c'est que il y a une époque où les caisses de retraite en fait se contentaient au niveau financier de soutenir la création de maisons de retraite. En fait, c'était ça, une époque, je dirais, un petit peu lointaine. On finançait les maisons de retraite et en contrepartie, on avait ce qu'on appelait les lits réservataires, c'est-à-dire qu'en contrepartie, on avait des lits prioritaires qui pouvaient être réservés pour les allocataires du groupe, alors le nôtre et toutes les caisses de retraite. Donc ça, c'était avant, parce qu'il y a quand même quelques années. Et aujourd'hui, c'est vrai que face à l'évolution démographique, et puis on le sait tous, qu'il y a de plus en plus de personnes qui avancent dans l'âge, cette réponse-là était plus suffisante. Donc on a une politique qui est orientée vers, on va dire, l'habitat alternatif au sens large, alors aussi bien participatif qu'inclusif, mais on a vraiment cette volonté de s'inscrire dans ce schéma pour pouvoir permettre à des porteurs de projets, pour pouvoir permettre à des associations, essayer de soutenir ces idées, parce que financièrement, nous, en gros, on représente 43% des retraités du régime complémentaire. Donc, ce qui est énorme, mais ça veut dire qu'on a une forte responsabilité par rapport à toutes ces personnes, et au niveau de la société et des seniors en général. Donc, on se doit de pouvoir commencer à impulser ces alternatives pour préparer demain et pouvoir apporter des réponses aux besoins qui vont se dessiner dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc en fait, si on n'est pas aujourd'hui, nous, accompagner ces projets, il y en a certains qui verront pas simplement, qui verront pas le jour. Donc on est vraiment très attachés à aider, à être partout. Enfin, voilà, on le voit quand on discute avec les uns et les autres, on est engagé sur beaucoup de projets. Et on a une forte volonté de poursuivre dans cette direction-là, en sachant que l'Agir Carco aussi, depuis le début de l'année, c'est relativement récent, a pris en charge l'ensemble de la thématique de l'habitat pour en faire une thématique, on va dire, le mot m'échappe. On est tous ensemble en fait, voilà, c'est communautaire, où toutes les caisses, que ce soit AG2R, Ecclesia, Malakoff Humanis, etc., puissent tous s'emparer de l'habitat et de pouvoir financer des projets qui vont sortir de terre, en sachant que chaque caisse pourra aussi envisager le financement, par exemple, d'activités, de financement d'espaces communs, enfin tout ce qui peut être en lien avec l'habitat. Et au niveau de l'habitat participatif, parce que c'est le sujet, c'est vrai que ce qu'on a vu ce matin, c'est vrai que l'implication de chacun pour construire un modèle qui leur ressemble. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai que quand on a parlé de Coyo tout à l'heure et qu'on connaît, parce que ça, c'est moi qui m'étais occupé de ce dossier-là, c'est vrai que construire et faire construire son habitat de demain, c'est quelque chose d'important. Et aussi une valeur, en tout cas un concept auquel on est tous très attachés, c'est cette transition résidentielle, parce que aujourd'hui, il est hyper important de prévoir en amont le fait qu'on va vieillir, le fait qu'on n'aura pas les mêmes capacités, le fait qu'on a d'autres envies, d'autres besoins, et puis qu'on va vouloir avoir un habitat qui nous corresponde et qu'on ne soit pas confronté à dire voilà le choix, et puis c'est comme ça, puis tu n'as pas le choix. C'est un choix contraint, puis on n'a pas forcément envie de ça, mais comme on ne l'a pas anticipé, on le subit. L'idée, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne subisse pas, qu'on en parle. J'ai pour habitude de dire que c'est un petit peu comme la mort. En fait, bien souvent, c'est un peu tabou, donc on n'en parle pas. Et puis, résultat, quand ça arrive, les familles sont démunies parce qu'on ne savait pas. Il avait prévu quoi ? Je ne sais pas. Et on fait quoi ? On fait ce qu'on peut, mais ce n'est pas forcément ce qui était le choix de la personne. Ce n'était pas forcément ce qu'elle voulait.
Et dans l'habitat, c'est un peu la même chose. Des fois, on peut se retrouver dans des situations où les parents se disent oui, mais on n'a pas prévu, je n'ai pas parlé avec, je ne sais pas. Alors que si on en avait discuté en amont, si on avait commencé à le travailler comme on l'a fait ce matin, des présentations d'habitat, de voir comment ça se passe, de commencer à réfléchir à ça, c'est vrai que ça se fait naturellement. Et au moins, on a le choix de vivre comme on veut dans l'habitat qu'on a choisi. Voilà. Donc c'est... voilà. Au niveau du groupe, voilà, je parle au nom du groupe, hein, c'est quelque chose qui est très ancré. Et puis je pense que tout un chacun, à titre personnel, c'est un peu la même chose parce qu'on a envie que ça se passe dans ce cadre-là et dans cette optique-là. C'est que dans les projets intergénérationnels, il y a aussi du coup des jeunes, quoi, par définition, et des enfants. En plus, toi, tu es aussi élu départemental avec une délégation sur la petite enfance. Du coup, voilà, ça semblait intéressant d'avoir aussi un peu ce regard-là. Donc voilà, je te... Merci beaucoup Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu émue là. J'avais fait un super discours en partant par participants, pionnière. Je pense à Brigitte pour le E. Alors s'il vous plaît, rajoutez-nous les E, on est des femmes. Je suis très contente. Donc moi je suis Régine Komokoli, particulièrement heureuse et émue de vous accueillir dans notre quartier de Vigan. Je le suis à 2 titres. D'abord parce que c'est en ma qualité d'élue départementale que j'ai l'honneur de vous accueillir sur mon canton. Ensuite parce que c'est en qualité de future cohabitante d'un logement participatif que j'ai l'immense plaisir de vous adresser cette bienvenue. Donc, des guermates à ceux qui ne sont pas d'ici. Vous êtes à Vigan et ce n'est certainement pas un hasard. C'est grâce à Pierre-Yves Jean qui nous a quittés en décembre dernier et qui a dû suggérer d'organiser ces rencontres annuelles dans notre ville, dans notre quartier. C'est aussi grâce à Pierre-Yves si nous avons mené à bien notre projet. Militant autogestionnaire du PSU dans les années 70, militant écologiste jusqu'à son dernier souffle, il voyait dans notre projet collectif la suite d'un engagement politique d'une vie entière marquée par le partage, la générosité et la foi dans ce que notre société a de meilleur. Nous avons passé du temps, sous son impulsion, à peaufiner chaque détail de notre projet, qui voyait comme une société idéale en miniature. Une utopie réaliste que nous allions réaliser ici et maintenant. Notre habitat devait être le produit d'une volonté collective. Nous avions nos rendez-vous qui nous permettaient de mieux nous connaître et de nous projeter dans l'avenir avec nos futurs voisins et voisines. Notre habitat devait épouser les choix de vie de chacun. Nous avons réussi à concilier ce qui était souhaitable et ce qui était possible. Notre habitat devait faire la part entre les espaces privatifs et ce qui était collectif. Nous avons passé en revue nos besoins et nous sommes arrivés à élaborer ensemble les compromis capables de réaliser cette conciliation. Notre habitat devait être à même de rassembler toutes les générations. Nous allons abriter sous un même toit des retraités, aussi bien que des jeunes enfants. Notre habitat devait être le reflet de la réalité, de la diversité, des univers familiaux. Nous rassemblerons tant des familles en couple, avec enfants, des parents solos ou des personnes vivant seules, des couples de même sexe. Notre habitat devait également respecter le lien avec la Terre et la planète. Nous allons consommer bien peu d'énergie, récupérer les eaux de pluie et disposer d'un espace pour un jardin familial. Notre habitat devait également être ouvert à la diversité des origines. J'en fais partie, et à ma couleur de peau et à mon accent. Vous avez deviné que mes origines proviennent plus du bassin du Congo que de la rade de Brest. Enfin, notre habitat devait être à même de rassembler des personnes de conditions différentes. Et si vous me le permettez, je vais vous raconter comment j'ai été invitée à participer à ce projet. Voici un peu plus de 2 ans, j'étais à la rue, plutôt en logement d'urgence par le 115, violence conjugale, réfugiée avec mes 3 filles dans un logement quasiment insalubre. À l'époque, je n'étais pas encore élue de la République. Je suis une ancienne sans-papier qui a fui la guerre civile en Centrafrique. J'ai une longue histoire de précarité. J'étais aussi active sur les réseaux sociaux. C'est par ce biais qu'un beau matin, j'ai reçu un message de Pierre-Yves Jean. Il voulait me rencontrer, me présenter un projet d'habitat. Il m'a dit que le principe même de l'habitat participatif était de rassembler des personnes d'origine et de conditions différentes afin de faire société.
Il m'a aussi dit que ma situation était parfaitement compatible avec le principe même de diversité et de générosité qui doit animer ce type d'habitat. J'ai évidemment été convaincue du projet car cela correspondait profondément à mes valeurs. J'ai été aussi séduite par la personnalité de Pierre-Yves, généreux, solidaire, ferme sur ses convictions, mais me convaincre n'a pas été difficile. J'ai toutefois attiré son attention sur le fait que je n'étais vraiment pas riche, mais rien ne lui était impossible. Il m'a accompagnée à la banque et a un peu tordu le bras du chargé de clientèle pour qu'un prêt sur 15 ans me soit accordé. C'est ainsi que je suis rentrée dans notre maison commune. Vous comprendrez aisément que je suis une ardente avocate de ce type d'habitat. En tant qu'écologiste, il me semble que nous devons répondre à la marchandisation de nos vies par la création de communs. En tant que personne originaire d'Afrique, je me félicite que mes filles et moi puissions trouver un petit monde où nos diversités nous élèvent et nous enrichissent. En tant que maman, je sais que mes filles seront animées par des valeurs de solidarité et de partage. Nous devons imaginer et réaliser ces utopies réalistes, ces révolutions tranquilles sans attendre le grand soir, ici et maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, alors on a croisé plein de regards de plein d'endroits différents. L'idée maintenant, c'est que voilà, ça nous a un peu nourri, je pense. Et l'idée, c'est que pour poursuivre, alors peut-être qu'on se prenne 5 minutes de pause, mais je vais vous proposer du coup de nous organiser en sous-groupes. On va faire 3 sous-groupes autour de 3 questions, de 3 thématiques différentes. La première, c'est comment démocratiser l'habitat participatif pour les seniors. C'est plutôt la question de comment développer le nombre de...